un autre volet de ce grand débat porte sur l'obédience de la personne qui sera portée à la vice-présidence. Ça devrait être un Camerounais d'obédience anglophone ou alors un Camerounais d'obédience francophone. Étant donné qu'au Cameroun, nous avons une partie dite anglophone et une partie dite francophone. Je passe la parole d'abord, professeur Nkomvondo. Avez-vous l'impression que cette interrogation sur les différentes obédiences est fondée? J'ai envie de répondre à votre question par la négative. D'abord parce que, pour moi en tout cas, il n'y a pas de Camerounais anglophones, il n'y a pas de Camerounais francophones. Faites les statistiques et vous me direz au Cameroun combien de Camerounais maîtrisent la langue française, combien de Camerounais maîtrisent la langue anglaise. On se débrouille. On se débrouille. À vrai dire, les langues les plus parlées au Cameroun ne sont ni le français ni l'anglais. Comment pouvons-nous penser des institutions en nous accrochant à ces critères linguistiques qui est loin d'être pratiqué, qui à tout le moins n'est pas majoritaire au Cameroun? Au-delà de ça, comment pouvons-nous poser un tel débat en nous positionnant nous-mêmes comme défenseurs des cultures d'ailleurs, défenseurs des langues d'ailleurs, des langues étrangères, des langues du colon, des langues des esclavagistes qui nous ont opprimés, qui nous ont tués, qui ont versé du sang. Nous devenons les défenseurs de nos bourreaux. Et c'est pour ça que je vous ferai le reproche de mettre sur la table ce type de débat. Vous savez, professeur, est-ce un anglophone, est-ce un francophone? Attends, je vous relance. Vous savez qu'il y a un an, vous m'avez toujours fait le même reproche de mettre sur cette table de débat le débat ayant trait à la création d'un poste de vice-président. Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez encore? Je n'en sais pas. Je mets mes tables sur la table de débat, faites très attention. Mais alors, il se passe que vous m'invitez, et je viens au débat, je vais vous dire ce que je pense. N'en souffrez donc pas. Je suis donc en train de dire ceci, que nous devrions avoir honte, d'abord pour tout ce que je viens de dire là. Et de deux, comment, après tant d'années de recherche et de construction d'un Cameroun qui se veut un, nous soyons encore en train de différencier les Camerounais à d'un côté les francophones et de l'autre côté des anglophones, des Camerounais autochtones, des Camerounais allogènes. Oh, quelle autre imbécilité dans un État qui se veut. Même la constitution du Cameroun reconnaît l'autochtonie. C'est ce que j'ai entendu dire. Ils ont défini ce que c'est que être autochtone. Je n'ai jamais vu. Et le débat est là. Parce qu'il s'agit, sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, sur le plan politique, et je le dis haut et fort, une imbécilité. Nous devons effacer ce genre de termes dans notre constitution allogène. D'ailleurs, je relance la question. Qui est autochtone où? En dehors des pygmées qui ont toujours été dans cet espace appelé Cameroun, Cameroun-Ouest, encore, je vous l'accorde, personne ne peut dire, parce qu'il faut bien qu'on le comprenne, il n'y a qu'une plante, il n'y a qu'un immeuble qui naît à un endroit et meurt au même endroit. Tout être vivant qui peut se mouvoir. Qui n'ont jamais traversé, ils vont bien. Je veux bien. Mais il faut savoir qu'on est quelque part et très souvent on va mourir à un autre endroit. Les peuples se sont toujours déplacés. Et lorsqu'on nous parle d'autochtone, c'est vrai, dans la recherche d'une définition juridique, on pourrait bien s'interroger. Peut-être en trouvant une date pour caractériser l'autochtonomie. On va donc prendre laquelle? Il y a une définition anthropologique de l'allogénie
de l'autochtonie. Peu importe. Allons les chercher au Canada, allons les chercher dans le dictionnaire, mais nous voulons que... Et même aux Nations Unies, il y a une déclaration de l'Assemblée générale sur la protection des peuples autochtones. Je me moque et il y a de ce qu'on appelle peuple autochtone aux États-Unis n'a rien à voir avec ce que nous considérons au Cameroun comme là n'est pas le débat. Mais là n'est pas le débat. Mais je veux que il y a plein de définitions sociologiques, des définitions de ceci et de cela. Mais nous allons chuter. Qu'au Cameroun, sur le plan institutionnel, qu'on nous donne une définition de tout, ce qui n'existe pour le moment nulle part. Merci. Parce qu'on en est incapable, parce que nous sommes embourbés dans une histoire que nous ne maîtrisons pas. Et c'est là encore ce que j'appelle de la roubladise intellectuelle pour tenir tout le monde. Alors, moi j'ai envie de sortir de ce débat et pour dire simplement que nous avons au Cameroun, c'est bien dire, des communautés. Mais je dis ceci, sur le plan politique. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre dans communauté? Puisque vous refusez l'autonomie. Je peux faire comme n'importe, mais je vais dire ceci. Qu'est-ce que vous mettez dans communauté? Sur le plan sociopolitique. C'est la même chose. Ouais, que nous avons des groupes humains qu'il faut falloir sur le plan politique reconnaître. Et nous devons donc penser un système politique qui intègre tous ces groupes humains. Et tous ces groupes humains doivent être pris en compte dans l'exercice du pouvoir et naturellement, et pour rejoindre votre débat et votre question, doit être pris en compte dans tout système que nous mettrons en place de dévolution du pouvoir. Très bien. Lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, les penseurs de notre politique venus de France ont estimé qu'il fallait aller chercher un ressortissant du Grand Nord Cameroun, Amadou Ahidjo. C'était stratégique. Il fallait intéresser le grand groupe du Grand Nord à la vie politique, à la constitution de la nation. Et je suis convaincu que si Ahidjo n'avait pas été président, celui qu'on allait chercher dans le Grand Nord, nous aurons des problèmes aujourd'hui avec cette partie du Cameroun. Lorsque Ahidjo quitte le pouvoir, il comprend très bien cela, sûrement conseillé par ses maîtres venus d'ailleurs, qu'il faut dans la stratégie de construction de la nation camerounaise céder le pouvoir à un chrétien, lui qui était musulman, à un chrétien issu de Cameroun. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis. Attendez, puisque les musulmans et les chrétiens au Cameroun sont tous des Camerounais, vrai ou faux? Mais je vous ai dit qu'il y a des groupes humains qu'il faut prendre en considération dans la gestion des affaires politiques. Merci. On ne peut pas se passer de cela politique. Je vais finir donc par là. Pour dire que nous avons déjà eu un Camerounais venant du grand groupe du Grand Nord. Nous avons déjà eu Biya, issu du grand groupe de ce que nous pourrions appeler le Grand Sud. N'est-il pas grand temps, dans cette logique de consolidation de l'unité nationale, dans cette construction de notre nation que nous voulons, penser à un autre groupe? Je n'ai pas dit anglophone, je soupçonne que je parle de contredit. Non, il n'y a pas de contradiction. Je parle de groupes du nord-ouest et du sud-ouest, ce que nous appelons institutionnellement nord et sud-ouest, mais je ne parle pas d'anglophone. Parce que les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas anglophones. Ils ont leur langue là-bas, ils ont leur culture là-bas, et il faut penser à ce groupe humain. Merci. Je crois avoir répondu ainsi à votre question. Professeur Massamba Nyamding, si nous prenons le cas du Nigeria, bien que population du nord au Nigeria soit également et celle du sud au Nigeria soient tous ou alors toutes ces populations-là du Nigeria, mais il y a une alternance, même si elle n'est même pas inscrite sur le plan constitutionnel. Lorsque le président de cette mandature est du nord, la deuxième mandature, le président devient du sud. Cette alternance existe de ce côté. Alors, revenons au Cameroun. Où nous parlons donc, on veut savoir si le poste de vice-président devait revenir à un anglophone ou bien à un francophone. Est-ce que nous avons fait dans l'hypocrisie en faisant comme si ce problème n'existe pas au Cameroun? Les frères vivant du nord-ouest et du sud-ouest, de manière régulière
et répétitives nous ont fait comprendre qu'ils étaient marginalisés au niveau justement des postes. Moi, vraiment, c'est... Bon, alors, moi, je prends position pour saluer un peu votre intelligence parfois ici. Parce que on juge le maçon aussi au pied du mur. Vraiment, ce que vous dites est d'une pertinence inattaquable pour deux raisons. D'abord, parce que le Cameroun précolonial a existé. On me demandait, parce que souvent quand moi je viens sur un plateau, je fais un peu d'éducation populaire grâce à vous. Et quand vous allez visiter l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, l'existence des communautés de tout temps a été une réalité de chez nous. Alors quand vous revenez sur le Cameroun, on avait 4 aires culturelles. Tout à fait. Nous avions les Grassfields, les Betty, le grand groupe Betty et Caen, appelons ça, élargissons comme on veut. Fang Betty. On a vu Fang Betty, on a eu maintenant le groupe sahélo-sahélien, et puis on a eu enfin le grand groupe Sawa. Tout à fait. Bien, alors lorsque les Allemands arrivent, allez voir le Cameroun précolonial. Je voudrais quand même de mémoire dire à ceux qui nous écoutent que c'est le 12 juillet 1884, effectivement, qu'il y a eu les accords germano-douala, qui engageaient le Cameroun. Le nom Cameroun va naître. Et c'est là où commence donc le processus d'assimilation de nos communautés. Effectivement, on parle de Sawaland, Bettyland, Grassfield et autres. Mais malheureusement, quand l'Allemagne perd la guerre, parce que vous savez que le statut international... Il n'y avait pas de Sawaland. Pardon? Il n'y avait pas de Sawaland. Si, je vous dis qu'il y en avait. Je veux dire autorité. Il y avait le grand groupe Sawa. que vous lancez là. Et il y avait d'ailleurs, quand je parle même de Sawaland, c'est les Landers, je vous dis bien la période allemande. Mais avant eux, on disait souvent le groupe Sawa. Comme je l'ai dit, c'est les 4 R. Avant les Allemands... Alors oui, permettez-moi, oui, bien Oui, entendu. oui. Non, parce je vous que dis bien que le Cameroun colonial, c'est 4 R Non. culturels. Retenons ça. Bon, Si la on partie, continue. si le commentaire allemand vous gêne, enlevons Landers. Ce n'est pas ça son problème. Son problème est ailleurs. Lui a dit que merci pour tout ça. Donc, c'est vous dire donc qu'on ne peut pas vraiment. Je crois que ça me fait. Je suis gêné parce que Koumolo, c'est mon ami. Et je mesure toujours, je n'aime pas l'embêter. Mais il sait que les travaux de notre laboratoire, pour voir sa qualité et droit, je crois que tu as vu ces grandes résolutions. Lorsqu'on a eu la 7e assemblée du LAJP, il y avait à l'époque Kebembaï, il y avait le révérend Pervin, il y avait Dika Akwa. Ils ont reconnu qu'effectivement, les communautés faisaient partie des réalités propres aux sociétés africaines. Maintenant, ce qu'on peut tirer comme leçon, Mais je n'ai pas nié. voilà, ça me rassure, parce que j'ai eu peur à un moment donné. Mais Et d'ailleurs, surtout que que vous, les communautés linguistiques partant des réalités venues d'ailleurs. oui, mais c'est-à-dire que, et c'est là où je vais continuer, lorsque vous faites bien d'évoquer le droit des peuples autochtones reconnu même par les Nations Unies. Tout à fait. On a par exemple des travaux énormes, ceux qui nous écoutent, parce que maintenant avec l'intelligence artificielle, un professeur peut dispenser un cours, être sur un plateau et lui dire, hein, il faut lire les travaux, taper Alain Bissonnette, qui a fait des grands travaux sur le droit des peuples autochtones. Il s'est inspiré du Canada, d'ailleurs tu as été à ces travaux avec le roi. Donc à partir de là, on ne peut pas nier notre réalité historique, notre historicité, qui du point de vue anthropologique, là modestement, je le dis sur la base de nos propres travaux du laboratoire, je peux vous citer ici Isaac Nguema, qui est un grand chercheur grammaire, qui a créé le centre de recherche Bantou. Il dit bien que, effectivement, ce sont nos réalités propres. Ça veut dire que un anglophone au Cameroun, est-ce qu'il y a un anglophone? Du point de vue socio-anthropologique, ma faille ici, un anglophone, c'est un originaire de la zone du Cameroun qui, à un moment donné, du point de vue socio-anthropologique, a été colonisé par les Anglais. Tout à fait. Qu'il parle anglais ou pas, il y a cette historicité qu'il faut mettre en communion avec la construction et la reconsolidation de notre État. Un francophone, c'est un ressortissant camerounais qui appartient à une zone. Le fond Non, permets-moi de terminer. est le même. C'est quel qui change. Bon, je vais te dire ce qui change. J'invite l'appellation francophone, anglophone, pour identifier des communautés camerounaises qui existent dans la réalité sociologique. Non, ce sont des identités plurielles.
c'est-à-dire le pluralisme juridique que je crois. On peut aussi dire identité aliénée. Ou alors des identités plurielles. C'est-à-dire que on appartient à un groupe, on peut être Sawa et avoir une identité anglophone parce qu'on a un Sawa qui a été dominé par les Anglais. On peut être Gracile, c'est le cas des ressortissants du Nord-Ouest à 90%, et dire qu'on est anglophone, tout simplement parce qu'on a une autre identité. À partir de là, je vais répondre à votre question. Merci, hein. Merci de Il revenir à ta question. faut comprendre que cette zone colonisée par les anglophones a une nouvelle identité. C'est ça que nous on appelle le pluralisme culturel. Les influences... Le vice-président à partir de là, devrait donc appartenir à quelle obédience? à partir de là, il serait effectivement objectif Oui. que la poursuite de l'équilibre régional, qui est une vision de notre gouvernance endogène, Reconnu dans les textes de la République. se poursuivre. Bon, maintenant, si le Premier ministre, chef du gouvernement, hein, qui a certaines attributions et qui est conformément à l'article 10 de la Constitution, nommé par le président de la République, continue à exister, eh bien, on peut ouvrir la fonction. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des frustrations communautaires. Quand moi j'ai discuté avec beaucoup de personnes, des originaires du Nord, du Sud, du Centre et tout, on s'est dit, ah tiens, comment lorsqu'il s'agit d'un originaire du Grand Nord, qui arrive au Sénat, il est jeune, il est lucide, qu'on ne veut plus qu'il assume l'intérim, on vient donc créer un poste pour que le Nord... Et ce sont des débats qui existent. de la roubladise. C'est un débat Ce n'est pas de la roubladise. Mais si, ce sont des interrogations objectives de construction de l'État. Vous savez, nous sommes dans une université, roubladise sont les mots de quartier, j'aime pas trop ça. Nous parlons aux étudiants, nous parlons aux gens qui veulent comprendre ce que les gens disent, les professeurs disent sur un plateau. Vraiment, je tiens à garder ma touche. Donc, à partir de là, je voudrais qu'on comprenne que cette approche équilibriste, hein, organisée dans les nations, de tous se disent que bien, maintenant, on a envoyé un ressortissant du groupe Graphite à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que l'histoire aussi retiendra que c'est celui qui présidait l'Assemblée nationale, un Graphite, qui a mobilisé une révision qui fait naître un Premier ministre, un vice-président. Vous voyez que votre question est intéressante. En cela, je pense, et c'est là où je rejoins maintenant Nkoumoundo, il y a une dimension transcendantale qu'on peut affecter au poste. Là, je m'appuie sur des travaux encore d'un vieux chercheur, cette fois-ci africain, Guillaume Parou Chivunda, qui a écrit il y a une trentaine d'années, Essai sur l'État africain postcolonial. C'est-à-dire, il intègre dans cette vision les équilibres représentatifs qui peuvent consolider l'État. À partir de là, effectivement, si le président peut avoir deux choix, voilà, je vais le dire aussi avec autorité, le président peut avoir deux choix. Lesquels? Un, créer ce poste et y mettre quelqu'un qui a longtemps travaillé avec lui, quelqu'un qui connaît très bien et qui peut l'accompagner sans risque de dérapage, comme nous l'avons unanimement évoqué ici pendant ces 15-20 dernières années, où vraiment les gens ont pris le président pour un gaga, pour quelqu'un qui ne comprend plus rien et qui pouvait tout faire n'importe comment. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce jeu, hein, l'opposition était en train de damer le pion au régime au regard des dernières élections présidentielles. Ça, vous allez chuter. Oui, au régime. Et le président apparaît une fois ici comme le Deus ex machina, c'est-à-dire le créateur de nouveaux dieux. Parce que là, il faut le dire, le président Paul Biya est en train de sauver le RDPC, qui, je vous assure, tel qu'il a été managé par ce secrétaire général, il partait à la bourde. Ne jouons pas aussi avec la vérité. Vous venez régler. Vous venez et vous, qu'est-ce que je veux dire de vous? Vous venez régler. Moi, je vais Mathias. J'ai eu l'honneur, vous comprenez, que ça vous plaise ou pas, au moment où vous étiez dans l'opposition radicale, et que membre titulaire du Conseil central. Je connais mes anciens camarades. Ça va? Ce n'est pas un débat d'individu, s'il vous plaît. Allez, je prends ce temps. Bon, donc, premier élément, le président aura un choix ouvert, pour moi, qui peut aussi être une bonne chose, parce qu'il a une vision, après 43 ans. Le vice-président doit être de quelle obédience? Oui, je dis d'abord l'obédience d'une personnalité pondérée,
que le président connaît bien et qui peut bien porter. Anglophone ou francophone? J'ai dit quel que soit, sur ce premier point, quelle que soit son origine. Maintenant, le deuxième point, le président peut effectivement jouer, et là je réponds directement sur le jeu des équilibres. Sur le jeu des équilibres. Et là, objectivement, en dehors de prendre une personnalité affirmée, confirmée, on voit d'ailleurs des gens, hein. Vous savez, je ne voudrais pas... Vous avez quelques noms? Oh, si je le donne, c'est la mort pour ces personnes. Tout à fait. Mais vous savez comme moi, quand même, qu'on a vu quand même quelqu'un se démarquer. Hein, je ne vais pas citer cette personne, et il serait intéressant pour moi d'ailleurs que cette personne occupe ce poste, mais je ne suis pas Paul Biya, et je ne dirai pas qui. Merci. Bien, maintenant, dernier point, le jeu d'équilibre. Dans le jeu des équilibres, on peut avoir la chance d'avoir un anglophone. Il y a des anglophones indiqués. Il y a des anglophones indiqués, je dis bien indiqués, et on connaît un homme pondéré qui est venu de l'Assemblée des Nations Unies, qui a été Premier ministre, qui était là, etc. Bien, et tout ça. Et puis, vous avez encore une dernière possibilité. Maintenant, reconquérir le Grand Nord. Et vous allez voir que dans le jeu actuel, l'extrême Nord, au moment où je vous parle, n'a pas de poste stratégique dans l'équilibre comme cela fut d'antan mis en place par le chef de l'État. Donc ça veut dire qu'on peut aussi s'attendre à voir un président Paul Biya dit mais très bien, au regard d'une élection présidentielle qui a été très mouvementée, l'extrême Nord ayant une population assez dense, j'ai quand même des personnes là-bas qui me sont fidèles. Et là, il peut prendre le ressortissant de l'extrême nord. Très bien. Et tout ce que nous faisons là, c'est de la spéculation analytique. C'est compris. Et la spéculation analytique n'est pas interdite. Maître Nouga, nous sommes de temps en temps pratiques sur ce plan. Oui, je suis pratique. Le président de la République est francophone. Oui. Le président du Sénat est francophone. Le président de l'Assemblée nationale est francophone. Le président du Conseil constitutionnel est francophone. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Est-ce que si nous avons encore un vice-président de la République qui est encore francophone, cela ne serait pas de nature à ce que nos frères anglophones disent encore, je vais parler comme au quartier, vous voyez alors, écoutez, nous sommes des figurants dans ce pays. Moi, il faut d'abord savoir, la considération sociologique du Cameroun n'est pas bonne. On considère le Cameroun comme des chrétiens et des musulmans, des anglophones et des francophones. Après, à un moment donné, le Grand Nord et le Grand Sud. Et le Grand Sud. Oui. Or, cette considération n'est pas véritablement anthropologique ni sociologique. Quand on prend le Grand Nord, il y a des communautés dans le Grand Nord comme les Baya. Parce que je voulais dire que moi je vais être plus concret que. Il y a des communautés dans le Grand Nord, à partir de la Damawa. Il y a les Baya. Les Mboum aussi. Il y a les Mvoum. Les Mboum sont autochtones. Et il y a les Mvoum. Mais on montre aussi, il y a les Massa. Il y a les gars de Rumsiki. Les Moundam et tout ça, oui. Quand on considère la distribution du pouvoir, vous n'allez pas voir ces gens. Pourtant, c'est de très grandes communautés. Hein? Les Mvoum, par exemple. Les Baya, par exemple. Vous n'allez pas les voir. Mais on considère le Grand Nord parce qu'en réalité, ça satisfait certaines personnes. Ou alors c'est une visibilité islamique. Quand on revient vers le sud, parce que justement, lorsque vous prenez dans le Grand Nord un musulman, vous savez bien que les Peuls revendiquent l'islam comme étant leur propriété préalable. Quand on regarde le Grand Nord, vous prenez un musulman, les Kirdis, pour appeler le nom générique, qui rassemble ceux qui ne sont pas musulmans, là, ils n'ont pas de place. Vous ne verrez pas un Baya, un Giziga là-dedans, ou bien, bon, ils ne sont pas là. Pourtant, ce sont des Camerounais qui également, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, surtout les communautés comme les
les tout pourris, par exemple. Si nous prenons cette analyse, non. Cette analyse non. régions. Oui. Parce qu'on peut les également ce genre de communauté dans le Grand Sud. On a trouvé je viens. C'est pour ça que la notion de communauté doit être entendue. Parce que quand on parle par exemple des Sawa, les Sawa on peut effectivement constituer... On va exposer ici, on peut effectivement considérer une communauté comme Sawa. Qui comprend quoi? Qui comprend les Mbo, les Bassa, les Douala, les Bakouri, les Bakossi, les Bakoko, les Yabassi. Il y a les bêtises de ce côté-là. Oui, il y a même des étoiles, il y a des immigrés. On parle de... Non. Il y a des étoiles. Chers amis, non, on ne s'éloigne. Nous restons au niveau de l'anglophonie et de la francophonie. Qui doit être vice-président? Je répète. Le temps nous tient. Je rejoins le professeur Nkouvondor. Oui. On ne doit plus considérer le Cameroun en termes d'anglophonie. Est-ce que nous ne faisons pas là dans l'hypocrisie? C'est pas de l'hypocrisie, c'est pour ça que j'analyse. Comment devons-nous considérer le Cameroun? On ne peut pas considérer le Cameroun en termes de musulmans chrétiens, en termes d'anglophones francophones, en termes de sudistes nordistes. Cela signifie donc que cette considération coloniale, laissez-moi terminer, cela signifie donc que j'ai listé certaines hautes personnalités de la République tout à l'heure. Alors, si à un moment donné, toutes ces hautes personnalités parlent français, peut-être pour vous plaire, pour faire des parles français, pour ne plus dire francophone, ce sera bien. Non, au niveau de ce que c'est le jeu d'équilibre. C'est pour ça que je voudrais continuer pour dire. C'est pour ça que je dis, si nous considérons les communautés, nous allons justement, pourquoi on doit parler français ou anglais au Cameroun? C'est un autre débat. Oui, c'est justement, c'est là où nous allons arriver. Nous allons arriver là. Parce qu'on considère les Camerounais en termes d'anglophones et de francophones. Ce qui est faux. Et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, parce que quand on prend un anglophone, par exemple, si on avait pris Frondi quelque part, en réalité, ça veut dire qu'on a pris les Tchang ou bien les Mbouda d'à côté. Mais il va servir sa communauté qui est aussi bien anglophone que francophone. Et pourtant, on dira que c'est un anglophone. Comme si sa communauté Mbouda de l'autre côté est exclue. C'est pour ça qu'il est important de reconsidérer la notion de communauté au Cameroun. Alors, on va commencer ici, Maître Nouga. Le prochain vice-président peut être francophone et ça ne créera aucun problème. D'accord? D'accord. Ça créera des problèmes parce que l'État si j'abonde dans le sens de Maître Nouga, qui a parlé des communautés, je peux aussi me plaindre. Quand on parle de la Léquier, on pense que c'est les étoiles. Moi, je suis Manguissa. Et notre communauté est inférieure. Maintenant, je vais revenir sur le sujet. Tu es bien accueilli chez eux. Je suis engagé chez moi. Ça peut être un gars qui s'appelle le sujet. S'il vous plaît, madame Abega. Je vais dire ceci. Moi, je vois le débat sous l'aspect des 4 aires géographiques. Mais c'est faux, cette histoire des 4 aires culturelles du pays. C'est quelque chose de faux. Si on prend le débat sur la base des 4 aires culturelles du pays, on ne parlera ni de francophones ni d'anglophones, mais on parlera des aires culturelles. Donc, parce que déjà, il n'y a pas une langue autochtone camerounaise qui s'appelle le français, ou alors une autre qui s'appelle l'anglais. Il y a des pays qui ont instauré les langues nationales. Je vais prendre l'exemple du Sénégal. Voilà. Le Sénégal avec le Wolof, le Rwanda, tout le monde parle le Burundi, Wolof là-bas. C'est le cas du Cameroun? Non, je n'ai pas dit que c'est le cas du Cameroun.
je veux dire que dans certaines nations, dans certains pays, on a imposé une langue nationale. Et on en parle au Cameroun, pourquoi Oui, on a instauré une langue nationale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres langues comme chez nous au Cameroun. Mais nous n'avons pas pu, ni le président Aïjo, ni le président Biya n'a réussi à imposer une langue que tous les Camerounais parlent. Il n'est pas tard. Non, mais on est en train d'implémenter les langues nationales au niveau des programmes scolaires. Mais on a pris les langues dans chaque... Donc je veux dire que pour moi, s'il faut reconfigurer la distribution des postes, chaque région et chaque communauté revendique quelque chose. Tous ceux qui parlent anglais, qu'on considère comme anglophones, ne sont pas de la même tribu, par exemple. Et si on considère le débat dans ce sens, ça veut dire que en imposant, si on considère le débat dans ce sens, en voulant imposer au président de la République comme les postes tant, mais il y a un premier ministre qui parle, qui est anglophone. Et moi, je vais vous dire, si le premier ministre parle anglophone, j'ai une famille, il parle anglais, j'ai une famille à Tiko, hein. On a les plantations là-bas. Les gens de chez moi en Kolé Bassimbi, ils ont les plantations là-bas, les cacaoyers. Donc ils sont autochtones là-bas à Tiko, à Moutengen. Ils viennent au village, au Dey, mais ils sont installés là-bas depuis des décennies et ils repartent chez eux. Donc pour dire que nous sommes tous des Camerounais. Donc chaque région revendique quelque chose, comme chaque tribu. Je vous parlais de ma tribu, les Manguissa. Quand on vient dans la Légué, on ne sait pas que nous existons et on pense que c'est... Je vous pose une question, hein, Madame Abega, gardez le microphone. Nous sommes tous des Camerounais. C'est bien beau de le dire sur un plateau de télévision, c'est d'ailleurs très joli. Alors pourquoi ça fait toujours problème lorsqu'il y a les résultats, les NAM, les gens s'élèvent pour dire que, bon, sur 100 admis, ou bien définitivement admis, il y avait 80 petits et ça crée un tollé. Bon, je n'ai jamais administré le concours de l'ENAM. Nous sommes en train de parler de la distribution des postes. Pour moi, la logique voudrait que qu'on considère les aires géographiques. Si on demandait à ceux qui parlent les deux régions, le sud-ouest et le nord-ouest, si on leur demandait maintenant de former un même pays, je ne pense pas qu'ils seront d'accord. Donc imposer au président de la République que comme le président est francophone, il faudrait que le vice-président soit francophone. Ça veut dire que on va reconfigurer le pays dans le fédéralisme. C'est ça. Nous allons passer la parole au professeur Owen Nguini. Professeur, je prends un peu un aspect, hein, parce que comme vous êtes des francophones, en l'état actuel, je suis pas francophone. En l'état actuel, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. Nous qui dites que je suis francophone, moi-même je ne suis pas. Moi, je prends un exemple. Dans un Cameroun comme celui-ci, on va se lever un beau matin. Le président sera d'obédience anglophone. Le vice-président sera d'obédience anglophone. Le président du Sénat sera d'obédience anglophone. Le président de l'Assemblée nationale sera d'obédience anglophone. Le président du Conseil constitutionnel sera d'obédience anglophone. Et que sais-je encore? Il y aura aucun problème, n'est-ce pas, hein? Il y aura un problème. Non, attendez. Merci de me poser la question. Ce type de questionnement exprime les problèmes d'une société prismatique. C'est-à-dire d'une société en transition. Pourquoi cette société en transition? Parce qu'elle était fondée sur des modèles, disons, autochtones, qui ont été brisés par la pénétration de modèles étrangers. Lesquels modèles étrangers ont entraîné des mutations. Et ce sont ces mutations-là, francophones, anglophones, ce sont les mutations coloniales. En réalité, ce sont des mutations perturbatrices qui ne nous aident pas à gérer de manière sérieuse les problèmes que nous avons. Les données communautaires dans le modèle d'État que nous avons ne sont pas des données qui sont d'emblée saisies par les institutions. Parce que nos institutions que nous avons, c'est une affaire de modèle. Ce ne sont pas des institutions communautaires. Par contre,
le socle sociologique de notre pays, lui, il est extrêmement communautaire. Et c'est ça qui crée donc le décalage prismatique dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que les institutions sont en tension avec le fond de la société, même si cette société se transforme. Il y a plusieurs manières de régler le problème, mais on ne règle pas ça par les chantages. Parce Qui que fait le chantage? Le chantage, c'est de dire que le vice-président, si le président est francophone, le vice-président doit être anglophone. Ça, c'est du chantage. Si les gens veulent une telle organisation qui change d'abord le modèle institutionnel du pays, et vous n'allez donc pas le faire en refusant les communautés profondes du pays. Parce que les vraies communautés du pays, ce n'est pas anglophone, francophone. Professeur, Les vraies communautés du pays, c'est Bassa, c'est Douala, c'est Pongo, c'est Podoko, c'est Manguissa, c'est Patenga, c'est tout ce que vous voulez. Voilà les vraies communautés du pays. Qui peuvent encore se réorganiser. En 2015, Oui. 2016, Oui. lorsque le conflit débutait du côté du nord-ouest et du sud-ouest, beaucoup avaient parlé comme vous, hein. C'est-à-dire que c'est du chantage. Oui, mais c'est du chantage. Attendez d'abord. Maintenant, le procès me semble dire que nous sommes à plus de 8000 morts. Je dis, que ce soit les hommes c'est du intelligents, les chantage. civils. Et si vous cautionnez ce chantage-là, il faudra accepter les autres. Hein. Oui. Il faudra accepter les autres que bon, nous on n'a pas encore eu un président dans notre ethnie. C'est notre état. En l'état actuel des choses, où je présume que le président de la République serait également dans la recherche d'un apaisement. Je parlais là des problèmes du nozo. Est-ce que une décision comme celle-là, il n'y aura également aucun passer? apaisement. Je vais vous dire pourquoi il n'y aura aucun apaisement si vous utilisez ça. Vous restez extrémiste, hein, professeur. Ce n'est pas de l'extrémisme. Il n'y aura aucun apaisement. Pourquoi? Parce que vous allez créer l'inflation communautaire. Ça veut dire que les gens vont se dire, ah, donc dans ce pays, quand on veut quelque chose, il faut brûler. Il faut casser. Ah, il faut casser. Ça se dit déjà. Ah, il faut revendiquer. Il faut semer le désordre, comme ça on vous entend. Et donc les vraies communautés du pays vont donc se soulever et dire qu'on a donc déjà compris comment ça fonctionne. Donc comme c'est comme ça, nous tous, nous allons brûler le pays pour qu'on nous donne quelque chose. Il est évident que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est de maintenir les institutions sans assignation communautaire tant qu'on est dans un modèle qui n'est pas communautaire. Maintenant, si les gens veulent que le pays prenne en compte les communautés dans sa régulation, qu'on aille vers des institutions qui intègrent le communautarisme, même si elles peuvent transcender le communautarisme. Il y a des pays qui ont intégré le communautarisme et qui l'ont transcendé. C'est le cas par exemple de la Suisse. La Suisse est un pays multiethnique, multinational, avec des éléments, avec des nationalités plutôt alémaniques, allemandes, des nationalités plutôt francophones, françaises, des nationalités germanophones et tout ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas la Suisse de se constituer comme une collectivité. C'est-à-dire un pays qui s'appelle la Confédération helvétique. Voilà. Donc, faisons extrêmement attention avec ce type de spéculation. Parce que ce sont des spéculations dangereuses. Parce que vous allez donc réveiller les communautarismes les plus puissants du pays, si vous prenez cette démarche-là. Parce que chacun dans ce pays a toujours quelque chose à revendiquer dans le partage de l'État. Vous avez entendu Mme Abega vous dire qu'on ne prend jamais en compte les Manguissa. Bon, les Batenga aussi vont dire la même chose, que dans la Léké, nous, on ne nous prend pas en compte. Vous irez dans l'océan, les Yassavons vous disent qu'on ne les prend pas en compte, les Benga vont vous dire qu'on ne les prend pas en compte, vous aurez à l'est, les Pompons vont vous dire ainsi de suite. Quand vous venez au sud. Donc, s'il faut gérer les choses avec ce mécanisme, il y a plusieurs manières de construire les institutions et tout ne peut pas être formalisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre dans la conscience que bon voilà, les ceci seront les cela, et ainsi de suite. On gère ça par des conventions. Vous avez tout à l'heure évoqué le Nigeria. Oui. Les mécanismes d'alternance ne sont pas écrits dans la Constitution. Pas du tout. Ce sont des conventions politiques pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés.
Maintenant, ce ne sont pas des systèmes qui pourraient être identiques pour chaque pays parce que le faciès communautaire de chaque pays est spécifique. Donc chaque pays, s'il veut adopter des demandes de ce type, doit régler ça en fonction de sa complexité communautaire. Et c'est là où il y a le problème. Le Cameroun est particulièrement complexe de ce point de vue. Aucune des zones culturelles conventionnelles retenues n'est homogène. C'est-à-dire que vous appeliez ça Sawa, Grassfield, Suarez, aucune n'est homogène. C'est essentiellement hétérogène à retenir. Merci professeur Wenangeni. Nous repartons rapidement au niveau de notre messagerie où des millions de téléspectateurs s'impatientent aussi. Bonjour parfait, nous sommes dans ce que Joyan Galton appelle la paix positive, c'est-à-dire une expression de l'assurance de l'équilibre de toutes les aires culturelles. Pour le cas concret du Cameroun, nous sommes pleinement dans le constructivisme où on a voulu faire croire à travers l'histoire qu'il y a eu deux Cameroun, que non. Voilà la souche qu'il faut corriger, comme le disent les professeurs et les autres. Pour ma part, on doit interdire ces appellations anglophones et francophones. Un bonjour à mes maîtres Méon et le professeur Messanga, le dieu de la simplicité scientifique. C'est de la part de Jonas, un Iricien. Merci. Nous allons prendre d'autres messages ce jour. Plusieurs messages jusque-là enregistrés. Bonjour, monsieur parfait. Ici, vous auriez dû inviter aussi un anglophone sur le plateau. On vous fait comprendre que ce thème-là nous, francophones, sommes extraordinairement hypocrites. Sinon, comment comprendre qu'il y ait au sommet de l'État autant de personnalités francophones et que cela ne gêne nos intellectuels qui sont sur le plateau, à l'exception du professeur Messanga et vous-même? Peuvent-ils tenir le même discours si on inversait les cas? C'est Simon-Pierre depuis Bolova qui envoie cette contribution. Nous prenons d'autres messages ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Alors, nous revenons d'abord sur le plateau. Et ce sera le dernier tour de table, chers messieurs et dames. Je commence par le professeur Messanga. Je commence par le professeur Messanga qui revendique de prendre la parole. Que le DG nous ajoute quelques minutes. Non, c'est ajouté, hein. On va nous ajouter 30 minutes. Bien. Donc, on finira à 14h30 minutes. Voilà, Professeur Messanga, que faisons-nous pour qu'à un moment donné, nous puissions faire comprendre à ceux qui sont nés au Cameroun, qui sont des Camerounais, que nous sommes tous des Camerounais? N'avez-vous pas l'impression qu'il faudra une véritable école profonde? Non, c'est l'école de la gouvernance. Vous savez que quand les gens gouvernent mal, font ce qu'ils veulent, ça réveille le tribalisme. Vous savez que dans une certaine historicité, souvenez-vous, au Cameroun, quand nous étions jeunes, on était dans les écoles ici, au lycée, d'autres avortent un peu partout. Vraiment, on n'avait pas ces affaires d'ethnie, Wondo, Baloleke et autres. C'était canalisé par Oui, l'État. oui, pardon. C'était canalisé par l'État. Oui, c'est oui. l'État de parti unique. Oui, bon, qui du moins, freinait tout ça. c'était certainement canalisé par l'État, mais il y avait aussi une projection où les gens, parce qu'ils n'étaient pas dans des situations de crise, de l'emploi, crise au niveau de la représentation, les gens arrivaient à s'en sortir. Or, dans le cas actuel, malheureusement, je m'étais permis d'ailleurs de faire une illustration, je n'aimerais pas recommencer, où je montrais quand même qu'il eût été juste qu'un certain groupe ethnique, une certaine aire culturelle, cède aussi la place aux autres. Moi, ma mère est Betty, mais j'ai eu à dire qu'il faut aussi que mes oncles Betty soient un peu pondérés. Et à l'époque, souvenez-vous, j'avais pris l'exemple de l'université. J'ai illustré. Je ne voudrais pas recommencer. Mais je voudrais vous dire que si vous observez, vous verrez qu'on ne peut pas avoir 11 universités et on retrouve à la tête de ces 11 universités pour la plupart les recteurs et les vice-recteurs qui appartiennent à la même aire culturelle. J'ai illustré cela, y compris même dans mon école lyrique, où aujourd'hui, si vous allez à lyrique, vous allez voir que le directeur de lyrique est du centre, le directeur adjoint est du centre,
tous les chefs de département sont du centre, sauf Stéphane Gwanza au département des diplomaties. Professeur Messanga, si Non, je reste sur l'analyse de certains sur ce plateau, en réalité, ça ne devrait créer aucun problème. Non, Parce que, attendez, tous ceux qui sont recteurs et vice-recteurs, ce sont des Camerounais. Où est le problème? C'est-à-dire que ça peut se faire s'il n'y a pas de Camerounais compétitifs aussi comme eux. Et là, on peut comprendre. Est-ce qu'il y a un Tchadien Écoutez, je vous prends au niveau des recteurs? Attendez, je vais vous poser une question, n'est-ce pas? Oui. Que chacun parle un peu de sa paix. J'ai ici mon patron à l'université Yaoundé 2. Quand vous prenez une école comme l'IRIC, n'est-ce pas? Le directeur est du centre. Le directeur adjoint est du centre. Il est Camerounais. Tous les chefs des départements sont du centre. Ils sont des Camerounais. Bon, alors si vous pensez que c'est bien... Non, c'est pas sur ce plateau, pensez bien. Bon, je vais donc arriver à ce que... écoutez, je vais donc arriver à ce que Cheikh Anta Diop, dans son entretien de la civilisation nègre, il dit que nos civilisations portent un aspect dynamique qu'on devrait valoriser. Donc restons dans l'analyse dynamique. Bon, l'analyse dynamique voudrait quand même que on essaye de voir si partout au sein de l'État, on peut avoir des équilibres. Vous savez pourquoi, si je me fie à cette approche de Cheikh Anta Diop? Vous savez? Non. Oui. Ça veut dire que la fonction publique, les fonctions d'État engendrent le développement. Ça veut dire que lorsque vous avez quand même dans votre village un directeur, un sous-directeur, un ambassadeur, quand il vient au village, il peut aussi accompagner par la voie de l'administration ses compatriotes. Les autres qui n'ont rien, je vous prends mon cas encore. Je suis de Mère Betty. Aujourd'hui, à Yabassi Centre, je vous assure qu'on n'a rien. Soso est parti recteur. On n'a même plus un recteur, je crois, originaire du littoral. Le littoral n'a pas de gouverneur. Etc. Non, oui, celui de Berthois, je veux dire. Mais en fait, ce que je veux dire, comprenez que la fonction administrative accompagne le développement. Alors, si vous avez des gens, et je termine là-dessus, qui viennent vous dire que la question anglophone, d'autres vous ont dit qu'il n'y a pas de crise anglophone. Tout à fait. Moi, j'étais Que c'était un faux problème. et que c'était un faux problème. Or, aujourd'hui, Un faux problème, ce n'était pas. oui, mais du moins, pour ce qui me concerne, je crois qu'à un moment donné, le chef de l'État, qui est mon maître politique, je voudrais quand même vous le rappeler que, en 43 ans après, nous avons mené tous les combats où certains comme Roland Guinée voulaient même nous tuer à l'époque. Lorsqu'on parlait du laïsme, moi je suis content parce que mon frère et ami Roland Guinée aujourd'hui nous a rejoint un peu dans le soutien du régime. Mais je suis sûr. Et vous voyez donc, nous à l'époque, nous disions que le président Paul Biya avait une vision assez forte dans le dernier ouvrage que j'ai écrit. Vous allez chuter. Démontrant qu'il est l'architecte du communautarisme complexe. Si vous prenez mon dernier ouvrage de 600 pages, Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier, architecte du communautarisme complexe. C'est ce que vous soulevez. Le communautarisme complexe pour moi, c'est que, au-delà des communautés, il a pris soin de mettre en avant les femmes. Il a pris soin de mettre en avant les handicapés. Parce que je voudrais vous dire que quand j'entre au comité central à l'époque, le chef de l'État me prend et on a un conseiller spécial du chef de l'État qui est toujours là, un homme assez bizarre, qui ne peut même pas gagner les élections chez lui. À l'Ouest, est venu dire, Avec cette manière de parler, vous voulez que les gens du RDPC vous donnent du miel et des carottes. lesquels les fonds RDPC ou les gens qui ont vraiment soutenu le président. Vous comprenez? On ne peut pas. Vous savez, le débat qui nous amène aujourd'hui, qui nous assoit, c'est l'échec des personnes qui ont foutu le président Paul Biya et le renouveau dans un bourbier. Et Paul Biya est toujours en train de les sauver. Parce que si on allait directement aux élections législatives et municipales, chaos, je vous assure, cela eût été un chaos total. Donc que ces gars aussi se calment un peu. Très bien, c'est compris. Donc pour terminer, donc on vous a... Bon, terminons vraiment cette fois. Vraiment, je pense pour ma part que la réalité communautaire doit être prise en compte. Parce que vraiment, je vous assure, il y a des gens qui n'ont rien eu, mais continuent quand même à tenir. Mais aussi, c'est là où je peux rejoindre Mathias, le professeur Mathias Eric Ounangini, ou les autres qui veulent qu'on transcende ça. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont tout obtenu sous le renouveau et qui ne soutiennent pas bien. Je prends par exemple le groupe Grassfield.
Ils ont eu tout pour bien leur a donné le comité central, Kouité a tué ça. Non, pas le Non, il faut avoir les éléments pour la communauté Grassfield. Non, Parce que vraiment, ils sont... Ne venez pas étiqueter une communauté. non, c'est-à-dire que, je veux vous dire que cette communauté a tout obtenu sur le niveau. Est-ce qu'ils soutiennent pour autant? Vous avez fait un sondage pour savoir qu'ils ne soutiennent pas? Non, Le président régulièrement à l'Ouest. autant je le soutiens et je comprends, mais la majorité sont du MRC. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi vous refusez toujours pourquoi vous refusez toujours prenez la dernière élection, l'avant-dernière élection. Mais si toute la communauté des Grassfield est du côté du MRC, ce sont des Camerounais. Je suis d'accord, mais je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'on donne aussi tout à un groupe. Regardez, aujourd'hui, je vous prends un cas. La communauté Grassfield a eu un premier ministère, Yann Philomon et Grassfield. La communauté Grassfield a eu à un moment donné le secrétariat du comité central. Là, il a foutu la main, même à Chang, il n'arrivait pas à donner de voix au président. La communauté Grassfield a eu, regardez, je ne cite pas tous les postes essentiels que le président a eu à donner. La communauté Grassfield va maintenant à l'Assemblée nationale. La communauté, donc je pense que nos débats doivent être forts. Cela veut dire tout simplement que un système est porté par des gens efficaces. Ce n'est pas parce que vous avez tout donné à un seul groupe que vous allez avoir ce qui est attendu. Merci. Il faut soutenir idéologiquement un C'est compris. Et c'est comme ça qu'on se confondant. Au-delà de tout, vous voyez que ce débat a toute sa raison d'y être pour qu'on voit comment arranger ce jeu d'équilibre de manière presque définitive. Je ne sais pas où ces équilibres tant recherchés nous ont conduits depuis que le Cameroun existe. Moi, j'ai envie de sortir tout le temps de ce type de débat, vraiment. Dites-vous bien, vous avez Paul Biya, qui est du sud, de Vomka. Est-ce que c'est parce que le président est de Vomka que les populations de Vomka vivent mieux? Non, c'est la misère là-bas. Mais la misère. C'est la violence. Alors, pour revenir au poste de vice-président, Voilà. quand on aura mis un vice-président du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ça changera quelque chose aux gens de son village. Ça changera quelque chose à l'ensemble des Camerounais parce que le vice-président, il ne l'est pas pour sa communauté, il est pour le Cameroun. On ne va pas parler du Cameroun, mais vous parlez du Rwanda. Je parle du Cameroun. Moi, j'ai vu les dernières nominations au Parlement. J'ai vu les dernières nominations au Parlement. Bon, pas nomination, dernières élections du Sénat et de l'Assemblée nationale. En soirée, lorsque j'ai vu les gens qui allaient danser chez ces présidents-là, on reconnaissait les communautés. Mais ça, c'est leur problème. Allez leur poser la question. Mais lorsque vous mettez ce président de l'Assemblée nationale, les membres de sa communauté viennent danser chez lui. Vous pensez que le lendemain, la vie de ces membres de la communauté vont changer parce que leur membre est devenu... Bon, pas pour... C'est très souvent, ils s'occupent de leurs femmes, de leurs enfants, qui placent dans des grandes écoles un peu partout. Et ça s'arrête là. Ça ne change rien pour la communauté. C'est la misère. Vous avez vu en Vomka, dans une même maison, dans une même chambre, on a mis 2 enfants d'une même chambre à l'ENAM la même année, alors que vous parlez d'équilibre régional. C'est pour vous dire que pour moi, c'est des faux débats. Je vous dis ceci, que nous avons hérité d'un pays avec toute sa complexité. Une complexité sur le plan sociologique, une complexité sur le plan juridique. Est-ce que vous savez les multiples systèmes juridiques en vigueur encore au Cameroun? Mais passons. Nous avons hérité d'une complexité sur le plan institutionnel. Nous avons encore des chefs traditionnels à côté, des maires, de ceci. Tout cela participe de cette complexité dont je parle. Vous avez aussi cette complexité linguistique. Mais malheureusement, les Camerounais ne se sont jamais assis pour penser leur pays, pour penser leur vivre ensemble, pour mettre sur pied un véritable contrat social qui nous aurait permis de gérer ces complexités, d'y trouver des solutions pour un vivre ensemble harmonieux qui pourrait nous conduire vers de meilleurs pâturages. Et ceci vient de la méchanceté, de la mauvaise foi des gouvernants
en commençant par les colons, en continuant avec les dirigeants de la période néocoloniale. Il est grand temps. Et j'avais bon espoir que le président Paul Biya, à 93 ans, conscient de ce que le monde, la nature lui a tout donné, alors tout donné, Grâce à Dieu. aurait pu penser un moment, Jetons-lui l'eau. laisser quelque chose au Cameroun. Moi, je ne le dirais pas. Si, moi, je le dis. Mettre sur la paix, pas le dire. appeler les Camerounais et leur dire pas je m'en vais, Faut lui souhaiter encore. je souhaite laisser un Cameroun. C'est ce qu'il est en train de faire. Non, Non. malheureusement, il est en train de nous enfoncer. Et l'homme qui jouait dans la scène de théâtre tout à l'heure a dit, il pensait que on allait ressusciter le Cameroun. Le Cameroun Il a dit, mort. non, le Cameroun est mort. Son Cameroun, en fait. Son Cameroun est mort, notre Cameroun est mort et est mort avec Paul c'est Biya. pour des raisons de Je bon ne sens. peux donc pas souhaiter longue vie à Paul Biya. C'est-à-dire qu'il y a eu des abus. En même temps, on ne va pas souhaiter que sa vie s'arrête. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis longue vie à la tête de l'État. Je sauterai de joie si au sortir de cette émission, on me dit Paul Biya a démissionné. Il sauterait de joie. Je dis oui. peut-être un jour nouveau. Mais qui vous c'est dit le que ça Cameroun. ne c'est pas ce qui peut. Le jour Qui vous dit que ce nouveau n'est pas ce qui peut. ne se lèvera lorsque les Camerounais auront pris eux-mêmes conscience des complexités dont je parlais tout à l'heure. Ils se mettraient alors sur une table et pour dire voici notre pays. Pensons-le. Notre pays s'appelle le Cameroun. Qui a donné ce nom Cameroun? Ce sont les Portugais. Nous sommes des Camarouès. Est-ce que c'est normal que nous soyons des Camarouès? Nous avons un drapeau vert rouge. Qu'est-ce que ce drapeau représente de nous? Nous avons... En réalité, le nom Cameroun veut dire crevette. Hein? Oui, mais je suis pas une crevette. Mais vous voyez bien que je suis pas une crevette. Nous avons une chanson. Nous avons... S'il vous plaît. Nous avons... Le nom Cameroun. Et moi, je pense que pour nous construire avec nous-mêmes, nous devons penser à changer ce genre de choses. Comme nous devons repenser notre hymne national, est-ce que nous le savons? Je vous le rappelle, et je le dis à ceux qui ne le savent pas, que l'hymne national du Cameroun est parti d'une chanson qu'un colon français a demandé à ses élèves. C'est un autre débat. Oui, mais non, Je parle du vice-président. Et les Camerounais veulent savoir ce que nous en pensons. Est-ce un Merci de m'aider dans la modération, professeur Massamba. Les gens notre message. Quelqu'un nous dit ici le mot anglophone et francophone ne disparaîtront jamais de la sphère politique de ce pays. C'est un fait. Car au départ, c'était deux États. Évitons de tout détruire de ce qui reste de nos pères fondateurs qui ont vécu en harmonie dans cette logique. Franchement, il va un anglophone futé sur ce plateau pour recadrer Maître Nouga, que faisons-nous? Écoutez, je voudrais qu'on relève, qu'on note que le président Biya, c'est le maître des institutions du Cameroun. Très bien. Depuis qu'il est au premier ministère, et même avant, depuis qu'il est au secrétariat général de la présidence, il a participé à la mise en place de toutes les institutions qui sont là aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Le président Biya, il sait que les institutions qu'il a mises en place ont compliqué, le Cameroun dit compliqué aujourd'hui à cause de ces institutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est toujours évertué à écarter certaines communautés, à écarter certaines personnes pour faire marcher le pays par exclusion de ces gens. Et c'est ça qui nous tombe aujourd'hui dans les mains. Dans le processus d'organisation de l'État, quand il a fait le référendum de 82 pour mettre fin à la fédération,
Mais c'était quoi? Lui, c'est Non, le c'était président. le 20 Oui, le 20 mai 72. Le président Aïdjo. Le président Biya n'était pas là. Il était là. Comment? Il était Il est devenu Premier ministre en C'est pas lui, 75, c'est hein, pas lui le le 30 patron. juin 75. Oui, toujours mon maître politique. non, je ne l'accuse pas. Je dis En qu'il 72, il n'était même pas encore. Je suis d'accord, mais il Non, on peut pas être il d'accord. connaît ce qui se passe. Il est arrivé Premier ministre le Parce que 30 juin 75. l'idée était de mettre fin aux considérations exclusives, aux choses comme l'anglophonie, la C'est francophonie. terminé, hein. La francophonie. Et maintenant qu'il est là, il faut qu'il continue pour qu'il nous dise enfin, que j'ai amené mon pays à la souveraineté. Je l'ai sorti du Vous néocolonialisme. pensez donc que c'est le président de la République qui continue à détenir toutes les cartes en main? Mais c'est S'il lui. ne pas laisser un Cameroun propre, unique, conquérant, c'est entre ses mains. Je crois S'il que- veut aussi laisser le contraire, c'est entre ses mains. entre ses mains. Merci, hein. Le sultan C'est terminé, hein. Mamadou, permettez-moi. Le top management nous a ajouté 30 minutes. Oui. Nous avons même déjà encore dépassé Voilà. les 30 minutes. Bonbon Joya, Oui. je me souviens de son discours. Il avait dit en son temps, paix à son âme, que la transition au Cameroun, la consolidation de nos acquis, c'est-à-dire à la fois anthropologique et institutionnel, dépendait du chef de l'État. Il faut qu'on reconnaisse qu'à un moment donné, à l'intérieur du pouvoir, comme à l'extérieur du pouvoir, beaucoup ont cru que Paul Biya ne contrôlait plus. L'objectif du Monsieur le pouvoir président, de le sortir du néocolonialisme. Voilà. Ne partageait plus les idéaux du Bon, président. et aujourd'hui que le président crée le poste de Premier ministre, Merci. nous nous portons vraiment... C'est compris. En disant que Le poste de le vice-président. vice-président, merci, le poste de vice-président, nous sommes au moins satisfaits, pour les plus honnêtes. C'est compris. Au moins, il n'y aura plus de vacances. Nous disons- Il n'y aura plus de bricolage. Sans le néocolonialisme. Nous disons merci. Hein. Cet espoir, À tous ceux qui étaient là ce matin, c'est terminé. le vote ne doit pas parler. On nous a ajouté 30 minutes. Nous avons même dépassé les 30 minutes. Merci à notre invité, Père Wala, le professeur Roland Guénier. Merci à Madame Abega de l'UNDP. Merci à Maître Noga, avocat, mais également membre